L'Espagne a tenté de conquérir la Chine. Si tu t'intéressais à l'histoire, tu sais déjà que cela n'a pas eu lieu ou n'a pas abouti. Mais cela aurait pu arriver, et ils prévoyèrent de le faire tout au long du XVIe siècle. Ce plan a été proposé à maintes reprises, et tout était prévu jusque dans les moindres détails. Il a pris encore plus d'ampleur à partir de 1580, lorsque le roi d'Espagne a essentiellement hérité du royaume du Portugal, dont le roi était mort sans fils. Une union ibérique a été créée, et cela a donné à l'Espagne l'accès aux domaines portugais, comme leurs comptoirs commerciaux ou feitoria, le long de la côte africaine, dans le golfe arabique, en Inde, puis dans des endroits clés comme Malacca. Sans oublier la porte d'entrée directe vers la Chine continentale, le port de Macao, et bien sûr la puissante flotte portugaise de l'époque. Leur maîtrise des routes maritimes et commerciales, et leurs liens étroits avec de nombreux habitants locaux. Dans toutes ces régions, notamment au Japon, l'invasion serait lancée depuis la colonie espagnole des Philippines. Elle progresserait par étapes pour prendre les provinces côtières du Guangdong et du Fujian, puis le reste de la côte. Marchant vers Pékin et capturant l'empereur chinois Wanli, le forçant à se soumettre à la domination ibérique ou espagnole. La troisième phase consisterait à pénétrer à l'intérieur des terres et à commencer un processus d'évangélisation et de conversion du peuple chinois au christianisme, ou plutôt au catholicisme. Une quatrième phase étendrait leur domaine à toutes les régions environnantes, ou du moins leur influence. Le Japon, l'Indochine, l'Indonésie, mais aussi dans l'autre sens, en poussant vers l'ouest, jusqu'à l'Asie centrale et la frontière, avec l'Empire ottoman, avec lequel ils étaient en guerre. En Europe, cela semble complètement fou, n'est-ce pas ? Je pense que oui. L'Empire espagnol était alors très puissant et les Portugais très influents. Et tous les deux ensemble, je pense, pouvaient envisager une invasion navale du sud de la Chine. Ils pourraient même garder un territoire. Mais toutes ces autres phases, surtout la quatrième, semblent complètement inaccessibles. Et la vérité, c'est que cela n'a finalement pas eu lieu. Dans cette vidéo, je veux comprendre pourquoi. D'abord, mieux connaître les détails du plan, comprendre pourquoi les Espagnols voulaient et pensaient pouvoir le faire, puis pourquoi cela n'a pas eu lieu. Alors, plongeons un peu plus profondément dans cette histoire. Voici Alonso Sanchez. Eh bien, ce n'est pas vraiment lui. Il n'y a pas de peinture, et bien sûr, pas de photo de son apparence exacte. Mais c'était un prêtre jésuite, et c'est ainsi qu'ils avaient l'air. Donc il est assez raisonnable de penser qu'il ressemblait à cela. Né en Espagne, devenu prêtre, il a voyagé aux Philippines pour convertir les habitants après la conquête espagnole du territoire. Il appartenait à la Compagnie de Jésus, un ordre religieux catholique appelé les Jésuites. Quel est le nom amusant de cette incroyable pâtisserie au Portugal ? J'en mange presque chaque week-end. C'est comme un triangle, puis il y a une meringue sur le dessus et une crème aux œufs au milieu. Mais bref, revenons à l'histoire. D'accord, c'est le problème de monter une vidéo quand on a faim. Je ne peux plus revenir à l'histoire. Il faut que j'aille en acheter un, alors je vous emmène avec moi. D'accord, on en a pris un bout de la couverture est tombé, mais on voit bien une couche de meringue dessus, et je vais l'essayer devant vous. C'est très bon. L'origine du nom jésuite est intéressante, car certains affirment qu'il vient simplement de sa forme, parce qu'il ressemble un peu à la cape que les prêtres et missionnaires jésuites utilisaient. Une autre théorie affirme qu'il tient son nom d'un cuisinier espagnol ayant déménagé au Portugal, après avoir travaillé dans un monastère jésuite. Et il préparait ses pâtisseries traditionnelles. Et elles sont devenues, vous savez, connues sous le nom des jésuites, à cause de cela. Une troisième théorie dit que ce sont simplement les jésuites eux-mêmes qui les ont inventées.
Nous avons beaucoup de gâteaux et de pâtisseries d'églises, de monastères, de couvents, qui étaient faits par des membres du clergé. Et donc celui-ci en ferait partie. Je ne sais pas laquelle de ces théories est vraie. Je suppose qu'on ne sait pas vraiment, donc vous pouvez choisir celle que vous préférez. Alonso dirigeait un secteur de la société qui croyait qu'il était du devoir de l'Église catholique espagnole de convertir des millions de Chinois au catholicisme. De nombreux ordres religieux, tels que les dominicains et les franciscains, jugeaient risqué pour leurs prêtres de s'aventurer en Chine et n'approuvaient pas cette idée. Pourtant, plusieurs personnalités de la monarchie des Habsbourg qui dirigeaient l'Espagne trouvaient l'idée plutôt intéressante. Terre vaste, riche en ressources et opportunités commerciales. Essentiellement, ils feraient fortune si l'Espagne réussissait. Ils ont donc soutenu le plan des Jésuites et ont commencé à le présenter au roi d'Espagne. Cependant, ils n'ont ni été les premiers ni eu cette idée. L'idée de conquérir la Chine et de l'annexer à l'empire colonial espagnol a en réalité été présentée des décennies plus tôt, en 1526, par le très célèbre Hernán Cortés, le conquérant de l'empire aztèque et d'une grande partie de l'Amérique espagnole. Après avoir réussi en Amérique, il avait écrit au roi Charles Quint, proposant de naviguer de la côte pacifique de la Nouvelle-Espagne à l'Indonésie, en partant des précieuses Moluques, alors essentielles au commerce des épices, puis en visant la conquête de la Chine. Le roi Charles était assez fasciné par ce concept. En somme, il venait tout juste de prendre le contrôle d'un continent entier, dont l'idée de recommencer, on le comprend, lui paraissait intéressante. Il a donc envoyé une expédition. Elle était dirigée par Garcia Llofre de Loaiza. Leur objectif était de traverser le Pacifique et de coloniser les îles aux épices, les Moluques, au nom de la couronne espagnole, en venant tout droit d'Espagne et en longeant la côte sud-américaine. La plupart d'entre eux se sont perdus en chemin, et une seconde expédition a donc été envoyée pour les retrouver et refaire la mission. Elle était dirigée par Álvaro de Saavedra Cerón. Cette carte nous montre leur itinéraire depuis la côte pacifique du Mexique jusqu'aux Philippines sur une période de 2 ans, jusqu'à ce que le capitaine meure en mer. Et comme on dit, jamais 2 sans 3, car une 3e expédition a alors été envoyée, qui a finalement atteint une partie de l'objectif. Celle-ci était dirigée par Miguel López de Legazpi, où son navigateur, Andrés de Urdaneta, découvrit et cartographia une route définitive de voyage entre les Philippines et la Nouvelle-Espagne. L'objectif principal était d'accéder au commerce des épices asiatiques par ici, mais beaucoup voyaient cela comme une première étape vers la conquête de la Chine. Et encore une fois, on peut un peu comprendre leur logique, ici je veux dire. De très petits contingents de soldats espagnols ont réussi à renverser les gigantesques empires aztèques et incas. Ils ont essentiellement pu coloniser tout un continent. Et donc, quand ils ont regardé la Chine, ils se sont dit « peut-être qu'on pourrait faire la même chose ici ». Je veux dire, en Amérique centrale et du Sud, ils avaient très souvent l'aide de groupes autochtones rivaux. Et donc je pense que l'idée était aussi, en partie, de faire cela en Chine également. Vous savez, rallier les populations locales, peut-être des gens d'Indonésie, d'Indochine, du Japon, et avec leur aide, prendre le contrôle de la Chine. Après leur arrivée aux Philippines, Manille a été préférée à Cebu comme capitale coloniale espagnole. C'était en raison de sa proximité avec les routes commerciales chinoises. Martin de Rada, missionnaire et cosmographe, fut l'un des premiers ambassadeurs occidentaux envoyés en Chine en 1569. Il devait évaluer les conditions pour une invasion, mais ses rapports ont grandement servi la cause. Il déclara que même si la Chine était densément peuplée, sa population n'était pas belliqueuse et dépendait fortement de son nombre et de ses fortifications pour sa défense. Il ne serait donc pas nécessaire de mobiliser une grande armée espagnole pour les soumettre. Toute campagne de prise de contrôle doit rester pacifique et privilégier le travail missionnaire et la conversion au christianisme. Ce qui se passe, c'est que vos informations personnelles deviennent accessibles à ces courtiers en données. À quel point la compagnie aérienne que vous avez prise était peut-être pleine. Cela m'est vraiment arrivé. Ou peut-être n'avez-vous pas lu les petites lignes en vous inscrivant et autorisé la revente de vos données. Ces courtiers revendent vos données à des tiers. Au mieux, cela entraîne des spams, au pire. Vous pouvez faire face à une fraude à l'identité, et nous savons que le vol d'identité est sérieux. Jim, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est dangereux, n'est-ce pas? Martin de Rada a été envoyé au Fujian avec une délégation espagnole pour négocier l'autorisation d'un établissement permanent en Chine. Comme les Portugais avec Macao. Mais cette mission a finalement échoué,
et les Chinois ont refusé d'accorder ce privilège aux Espagnols. Après cela, le gouverneur des Philippines, Francisco des Andes, écrivit au roi Philippe II pour proposer une invasion de la Chine. Il affirmait qu'une force de 4000 à 6000 soldats suffirait, et que le peuple chinois, opprimé par la tyrannie, soutiendrait la campagne. En 1577, Philippe II rejeta la proposition. Il jugea cela inopportun et ordonna plutôt au gouverneur de poursuivre des relations amicales avec la dynastie Ming. Mais seulement 3 ans plus tard, quelque chose changea. En 1580, le roi portugais meurt sans héritier et Philippe II d'Espagne devient roi du Portugal. Une union ibérique fut créée, qui durerait jusqu'en 1640 et offrirait aux Espagnols une occasion unique d'essayer de conquérir la Chine à nouveau. Ce gars, évoqué au début, le missionnaire jésuite Alonso Sanchez, visita la Chine en 1582 pour vérifier la loyauté des Portugais de Macao envers leur roi espagnol. Mais Sanchez fut arrêté par les autorités chinoises, qui étaient en colère de ne pas avoir été correctement informés de l'Union et de leurs nouveaux partenaires commerciaux. À son retour l'année suivante, il fut convaincu que seule la force militaire pouvait assurer la propagation du christianisme en Chine, et en somme, garantir le contrôle espagnol. Et cela n'est peut-être que mon interprétation, mais il semble vraiment qu'il y ait eu une sorte d'expérience personnelle, une humiliation personnelle, le fait d'avoir été arrêté. Cela l'a conduit à adopter une position aussi ferme. En ce qui concerne l'invasion de la Chine, il a commencé à présenter la théorie selon laquelle le régime chinois maltraitait les chrétiens, et qu'il était donc de la responsabilité de l'Espagne d'intervenir et de convertir la partie de la population qui n'était pas catholique. Avec l'évêque Domingo de Salazar, il a conçu un plan pour utiliser le comptoir portugais de Manille, pour confisquer les navires chinois et mobiliser les missionnaires portugais au Japon, afin d'obtenir des alliés japonais. Lors de l'attaque, il a écrit au roi Philippe pour lui expliquer que la Chine était mal défendue et que sa population risquait de se révolter contre le régime oppressif. Il a ajouté que 10 000 soldats ibériques, aidés par 2000 japonais, suffiraient pour commencer l'invasion. Et cette fois, Philippe semblait envisager sérieusement l'idée. Il semblait séduisant d'étendre son empire en acquérant autant de terres pour accéder aux riches ressources et aux routes commerciales de la Chine. Et aussi, potentiellement, constituer un théâtre de guerre orientale lors des guerres ottomano-habsbourgeoises en Europe. Comme vu au début de la vidéo, la 4e phase était précisément cela. En 1588, il a autorisé la création de la Junta de la Empresa de China officielle, que l'on pourrait traduire par le Conseil de l'entreprise de Chine. Et des plans détaillés ont été élaborés pour la conquête de la Chine et la future domination espagnole sur leur territoire. Le nombre de soldats requis augmentait à chaque proposition, montrant selon moi l'ignorance de l'Espagne sur la puissance chinoise. Cette proposition envisageait de constituer une armada sous la direction du gouverneur des Philippines, composée de 12 000 soldats ibériques, 6 000 visaillants des Philippines et 5 000 recrues japonaises de Nagasaki. Les jésuites, experts locaux, pourraient aider l'expédition. Ils transporteraient aussi 200 000 pesos pour soudoyer les Chinois locaux et recruter des mercenaires. La campagne devait avancer sur 2 fronts, les Castillans par le Fujian et les Portugais par le Guangdong via Macao. Les prêtres jésuites serviraient de consultants et négociateurs auprès des autorités chinoises, s'assurant que la conquête évite violence et abus inutiles envers les civils. Une théorie alors soutenue par une partie de l'église espagnole, une fois la Chine sous contrôle espagnol. Le plan prévoyait sa christianisation systématique par l'établissement d'encomiendas, essentiellement des domaines nobles, et d'institutions chrétiennes telles que des hôpitaux, des universités et des monastères. Cet effort serait soutenu par une politique de métissage, encourageant les mariages entre les conquistadors ibériques et les femmes chinoises. Une conquête réussie marquerait une expansion monumentale de la monarchie mondiale hispanique, transformant la Chine en une base vitale pour l'influence espagnole à travers l'Asie du Sud-Est et l'océan Indien. Comme nous l'avons vu lors de la 3e phase du plan, dès lors, les forces espagnoles pourraient conquérir et christianiser l'Indochine, le Siam, le Kampuchéa, l'Inde, Bornéo, Sumatra, les Moluques et d'autres territoires, tout en s'alliant localement contre l'Empire ottoman. En 1587, l'invasion se prépara à Manille. Ils commencèrent à stocker provisions, armes et navires. Les soldats étaient organisés pour participer à l'invasion. La même année, par coïncidence,
une délégation japonaise d'Hirado, dirigée par Konishi Yukinaga, un chrétien japonais et amiral, que l'on peut voir sur cette peinture, arriva à Manille et offrit 6000 soldats. Il promit tous les hommes et soldats que l'Espagne demanderait pour toute campagne contre la Chine. Tout semblait prêt à ce moment-là, et de façon assez surprenante, il semblait qu'il pouvait vraiment le faire. Quand on y regarde de plus près, c'était un plan viable avec des objectifs modérés, du moins au début, et une série d'étapes à franchir. Alors, pourquoi cela ne s'est-il pas produit? Étonnamment, l'Église catholique visait pourtant à convertir des millions de Chinois au christianisme. Une partie de l'Église, et même une partie des jésuites, considérait ce plan d'invasion de la Chine comme un usage injustifié de la violence contre des non-chrétiens. Les jésuites portugais étaient particulièrement opposés, car ils ne voulaient pas mettre en péril leurs relations existantes avec la Chine à cause des ambitions de l'Espagne. Parallèlement, d'autres ordres religieux, comme les dominicains et les franciscains, protestèrent auprès du roi, affirmant avoir leur propre plan pour convertir pacifiquement la Chine, et qu'une conquête rendrait cela impossible. Finalement, avec autant d'obstacles et d'objections, l'intérêt du roi d'Espagne s'est estompé, et le projet a donc été mis de côté. Le nouveau gouverneur des Philippines reçut de nouveau des instructions strictes de ne pas entrer en conflit avec la Chine, et de rechercher plutôt une politique d'apaisement et d'amitié avec les Ming. En 1640, le Portugal retrouva son indépendance, éliminant un élément clé du plan espagnol. Certains tentèrent de relancer cette idée dans les décennies suivantes, allant jusqu'à remplacer la Chine par le Japon comme cible, mais sans succès. Ainsi, le plan fou des Espagnols d'envahir la Chine, qui en fin de compte ne semblait pas si fou que ça, fut abandonné et ne vit jamais le jour. C'est fou de penser que cela ait vraiment été possible. Je veux dire, à quel point le monde serait-il différent s'ils avaient essayé, et surtout, s'ils avaient réussi? La Chine n'a jamais été directement colonisée par les Européens. Seuls Hong Kong, Macao et quelques concessions locales l'ont été. Et peut-être que c'est un signe que les Espagnols auraient finalement échoué. Je veux dire, si les Britanniques ne l'ont pas envahi alors qu'ils envahissaient tout le monde à l'époque, il devait bien y avoir une bonne raison de ne pas le faire. En fait, j'ai réalisé une vidéo il y a quelques années sur ces autres avant-postes européens, qui sont essentiellement des colonies à l'intérieur de la Chine. Je mettrai un lien quelque part ici pour que vous puissiez y jeter un œil si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.